Meurtre au champagne par Agatha Christie. Partie 6 du livre audio. Chapitre 7 de la 3e partie du roman. Mrs. Rhys d'Albot n'en croyait pas ses yeux. « Ainsi, c'est vous, colonel. Je ne vous ai pas vu depuis je ne sais combien de temps, exactement depuis votre mystérieuse disparition à Allahabad. Et qu'est-ce que vous venez faire ici ? Ne me dites pas que vous venez me voir, je n'en croirais rien. Vous n'êtes pas l'homme à faire des visites. Expliquez-vous et ne cherchez pas des formules diplomatiques. Je vous en dispense. Elle ne servirait de rien avec vous, ma chère Marie. Je ne l'ignore pas. Je sais que vous lisez dans les âmes. Pas de compliments, je vous en prie. Et arrivons aux faits. Race sourit. La femme de chambre qui m'a fait entrer, demanda-t-il. C'est Betty Arkdade ? Exactement. Vous n'allez pas me raconter que cette fille, un des plus beaux spécimens des faubourgs que j'ai jamais rencontrés, est une célèbre espionne européenne ? Je ne pourrais pas vous croire. Il n'est pas question de ça. Et ne me dites pas non plus qu'elle travaille pour l'Intelligence Service. Là encore, je vous dirai non. Nous sommes parfaitement d'accord. Cette fille est une femme de chambre et pas autre chose. Et depuis quand vous intéressez-vous aux simples femmes de chambre ? Je dis simple, et j'ai tort, car Betty n'est pas simple, mais au contraire très fine et très rusée. Qu'est-ce que vous lui voulez ? J'ai idée qu'elle pourrait me donner quelques renseignements dont j'ai besoin. Et si vous les lui demandez gentiment, je ne serais pas surprise de vous les voir obtenir. Sa technique est très au point. Elle est toujours à 2 pas de la porte quand il y a quelque chose d'intéressant à entendre. À part ça, qu'est-ce que M peut faire pour vous ? M pourrait m'offrir quelque chose à boire et, pour cela, sonner Betty et lui donner des ordres. Et quand Betty aura apporté les boissons, M pourrait disparaître discrètement et aller faire un peu d'écoute à la porte, si ça l'amuse. Après quoi, elle serait bourrée d'informations sensationnelles sur la dernière crise européenne. J'ai bien peur que non. Il ne s'agit pas de politique. Alors, je suis déçue. Tant pis, je joue quand même. Mrs. Rhys Talbot, qui était une brune aimable, n'ayant que de peu dépassé la quarantaine, appela sa femme de chambre, lui donna des instructions et, 2 minutes plus tard, après une courte éclipse, la jolie Betty Arkdale revenait dans la pièce, portant sur un plateau le whisky-soda du colonel. Mrs. Rhys Talbot avisa Betty que le colonel avait quelques questions à lui poser et disparut. Betty dévisagea ce grand monsieur à cheveux gris, qui avait des choses à lui demander. Elle ne se sentait pas très à l'aise. On aurait pu dire, cependant, qu'elle était intimidée, car il y avait de l'impertinence dans ses yeux. Race prit son verre et, souriant, engagea la conversation. « Vous avez vu les journaux aujourd'hui ? » ?»« Oui, monsieur. »« Vous avez vu que M. Barton est mort, hier soir, au Luxembourg, un cabaret ? » ?»« Oui, monsieur. C'est bien triste. » Ses yeux, brillants de plaisir, prouvaient qu'elle pensait tout le contraire. On a le droit d'aimer les beaux faits divers. « Vous avez été à son service, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, monsieur. Je l'ai quitté l'hiver dernier, après la mort de madame. » »« Morte, comme lui, au Luxembourg. » »« Oui. » »« C'est drôle, n'est-ce pas, monsieur ? » Drôle n'était pas le mot qu'il eût choisi, mais il comprenait ce qu'elle voulait dire. « Je vois, fit-il gravement, que vous êtes intelligente. » Elle sourit, flattée, et demanda « Est-ce qu'il a été assassiné aussi ? Les journaux ne disent pas exactement. »« Pourquoi dites-vous « aussi » ? L'enquête sur la mort de Mrs. Barton a conclu au suicide. » Elle le regardait du coin de l'œil. Évidemment, il n'était plus tout jeune, mais encore bien. Le genre tranquille. Un vrai gentleman, c'était clair. Seulement, où diable voulait-il en venir ? « Oui, dit-elle, l'enquête a conclu au suicide. »« Mais vous ne l'avez pas cru ? » ?»« Non, monsieur, jamais. » « Et pourquoi ça ?
Elle hésitait. Ses doigts tortillaient un coin de son tablier. « Dites-le-moi, Betty. Cela peut être d'une importance considérable. » Elle lui trouvait une belle voix grave. Et puis, il était poli et parlait doucement. Et il vous donnait tellement l'impression qu'on était quelqu'un qu'on avait envie de lui faire plaisir. D'ailleurs, pour la mort de Rosemary, elle n'avait rien à se reprocher. Elle avait pensé ce qu'elle avait voulu, mais elle n'avait rien dit à personne. « On l'a tué, monsieur, dit-elle. Ce n'est pas votre avis ? C'est très possible. Qu'est-ce qui vous le fait penser ? Eh bien, c'est un bout de conversation que j'ai entendu un jour, par hasard. Ah, oui, c'est très intéressant. Encouragée par son ton amical, elle poursuivit. La porte n'était pas fermée, ni même poussée. Je dis ça parce que je ne voudrais pas que vous vous imaginiez que j'écoute aux portes. Ce n'est pas mon genre. Non, je passais dans le couloir. J'allais à la salle à manger pour ranger de l'argenterie que je portais sur un plateau. Il parlait très haut, et c'était Mrs. Barton qui disait quelque chose à M. Anthony Brown, comme quoi elle savait bien que ce n'était pas son vrai nom. Alors, lui, d'un seul coup, il est devenu vraiment mauvais. Je n'aurais pas cru ça de lui, car en général, il était gentil et plutôt doux. Il parlait de lui taillader le visage à coups de couteau, et il disait aussi que si tout n'allait pas comme il voulait, il ne fallait pas qu'elle oublie qu'elle pouvait très bien se faire descendre. Tel que, monsieur, je n'invente rien. Ce qui s'est passé après, je ne sais pas, vu que, comme Miss Iris arrivait par le grand escalier, j'ai préféré partir. Sur le moment, tout ça ne m'avait pas trop frappé, mais plus tard, quand on a dit qu'elle s'était suicidée et quand j'ai appris qu'il était au souper, ça m'est revenu. Et j'en ai eu froid dans le dos. Parole. Mais vous n'avez rien dit. Je ne tiens pas tellement à fréquenter la police. Et puis, qu'est-ce que je savais ? Après tout, rien. Sans compter que, si j'avais parlé, peut-être qu'il m'aurait descendu aussi. Ou, comme ils disent, emmené pour une petite promenade en voiture. Une promenade dont on ne revient pas. Je vous comprends, Betty. Du même ton aimable, il dit ensuite. Et c'est pour cela que vous vous êtes contentée d'envoyer une lettre anonyme à M. Barton ? Stupéfaite, elle ne paraissait pas comprendre. Qu'est-ce que vous dites ? Une lettre anonyme ? Moi ? Jamais de la vie. N'ayez pas peur, Betty. Je vous comprends fort bien et l'idée n'était pas si mauvaise. Vous le préveniez sans vous découvrir. C'était adroit. Mais je ne lui ai pas écrit, monsieur. Je n'ai même jamais pensé à le faire. Vous voulez bien dire, n'est-ce pas, que j'aurais écrit à M. Barton pour l'avertir que sa femme avait été assassinée ? Je vous jure que c'est une idée qui ne m'est jamais venue. Elle parlait avec une telle conviction qu'il en fut ébranlé. Dommage, car ça aurait magnifiquement collé. Tout se serait si bien expliqué si elle avait été l'auteur des lettres. Mais elle niait et elle paraissait sincère. Elle ne s'indignait pas, elle ne se troublait pas, mais elle maintenait fermement qu'elle n'était pour rien dans l'avertissement reçu par Barton. Un peu à contre-cœur, il se voyait forcé de la croire. Il porta la conversation sur un autre terrain. « À qui avez-vous parlé de ce que vous avez entendu ?»« À personne, monsieur. Je vous l'ai dit franchement. Dans le fond, je n'étais pas rassurée. J'ai pensé qu'il valait mieux ne rien dire et j'ai essayé d'oublier tout ça. La seule fois où je n'ai pas su tenir ma langue, c'est quand j'ai donné mes 8 jours à Mrs. Drake. Elle m'avait fait une vie impossible. Elle m'en avait dit plus qu'une fille n'en peut supporter et voilà qu'elle voulait que j'aille m'enterrer avec elle à la campagne, dans un patelin où il n'y a ni car ni chemin de fer. J'ai préféré quitter. Là-dessus, elle m'a annoncé qu'elle allait me faire un mauvais certificat, où elle dirait que je cassais et que je répondais. Alors, pour bien lui montrer que je me fichais d'elle, je lui ai dit que je trouverais toujours une place où les patrons ne se feraient pas mettre en l'air. Tout de suite, j'ai pensé que j'en avais trop dit, mais j'ai été rassurée parce qu'elle n'avait pas fait attention. Comme vous dites, peut-être que j'aurais dû parler à l'époque. Mais est-ce que je savais ? Et puis, n'est-ce pas, peut-être aussi qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie. Des fois,
Pour blaguer, on dit n'importe quoi, et M. Brown aimait bien rire. Non, je vous assure, monsieur, qu'il m'était vraiment difficile de dire quelque chose. Vous ne trouvez pas ? Il en convint. Mrs. Barton, dit-il ensuite, prétendait qu'il ne s'appelait pas réellement Anthony Brown. A-t-elle prononcé son véritable nom ? Oui, et la preuve, c'est qu'il lui a dit qu'elle devait oublier ce nom de Tony. Tony comment, déjà ? Je ne me rappelle plus. C'était Tony quelque chose. Un nom, c'est rigolo, qui m'avait fait penser à la confiture de cerises. Tony Ceriset ? Cerisier ? Non, un nom plus curieux que ça, et qui commençait par un M. Ne cherchez pas, Betty. Il vous reviendra peut-être, et vous me le donnerez à ce moment-là. Voici ma carte. Si vous vous souvenez du nom, vous me l'écrirez à mon adresse. Il lui remit sa carte et, en même temps, un billet de banque. Je vous remercie, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Elle sortit, se disant qu'elle ne s'était pas trompée et que c'était bien à un gentleman qu'elle avait eu affaire. Elle aurait été très contente avec 10 shillings, et il lui avait bel et bien donné 1 livre. « Alors, demanda Mrs. Rhys Talbot, revenant dans le salon, « vous êtes content ?»« Très. Il ne me reste qu'un petit problème embêtant, mais peut-être allez-vous pouvoir m'aider à le résoudre. Voyez-vous un nom de personne auquel vous ferez penser les confitures de cerises ? Drôle de question. Réfléchissez, Marie. Moi, n'est-ce pas, je ne suis pas très familier avec les mystères de la cuisine. Il s'agit de confitures de cerises plus particulièrement. On n'en fait pas souvent. Et pourquoi ça ? Eh bien, parce qu'elles ont tendance à devenir trop sucrées, à moins qu'on ne se serve de cerises préparées spécialement, comme les cerises Morello. « Nous y sommes !» s'écria-t-il. « Je parie que nous y sommes !» Il se leva. « Au revoir, Marie. Je vous suis infiniment reconnaissant de tout. Vous permettez que je prenne ce bouton pour appeler la femme de chambre qui me reconduira. » Déjà, il était à la porte. « Allez-vous-en, ingrat, lui lança-t-elle. Mais tout de même, vous auriez pu me dire de quoi il s'agissait. Je vous promets que je viendrai tout vous raconter un de ces jours. »« Que vous dites ? » ?»« Vous verrez. » Betty l'attendait au pied de l'escalier. Elle l'aida à passer son par-dessus, lui remit son chapeau et sa canne, et l'accompagna jusqu'à la porte. Sur le seuil, il s'arrêta. « Au fait, Betty, ce nom, ce ne serait pas Morello ?» La figure de la fille s'éclaira. « C'est ça, monsieur, ou plutôt Morelli, Tony Morelli. C'est le nom qu'il lui a dit d'oublier, et je n'y pensais pas tout à l'heure, il lui a dit aussi qu'il avait fait de la prison. » Il s'en alla, tout souriant. Il entra dans la première cabine téléphonique qui se trouva sur son chemin et appela Kemp à l'appareil. La conversation fut brève. « Entendu, » dit Kemp, pour conclure. « Je câble immédiatement. Nous serons fixés avant peu, et je me sentirai rudement soulagé si vous avez vu juste. »« Attendons, » fit Race. « Mais j'ai bon espoir, et je crois que je commence à y voir clair. » Chapitre 8. L'inspecteur Kemp n'était pas de très bonne humeur. Depuis une demi-heure, il interrogeait un malheureux gosse de 16 ans, un adolescent pâlot et pour l'instant mourant de peur, qui devait à l'éminente situation de son oncle Charles de pouvoir espérer devenir quelque jour un garçon digne de servir en pied au Luxembourg. En attendant, il faisait partie des 6 grouillots qui, distingués des garçons par le tablier blanc qu'ils portaient autour de la taille, s'activaient dans le restaurant aux ordres de tous et de chacun. Ils apportaient le pain, couraient chercher le ravier ou la fourchette qui manquait, se précipitaient des tables aux cuisines et des cuisines aux tables, toujours en mouvement, régulièrement tenus pour responsables de toutes les erreurs commises dans le service et, à longueur de jour, bousculés et commandés par tous en français, en italien, parfois même en anglais. Charles, ainsi qu'il convenait à un personnage de son importance, n'accordait aucune faveur à son neveu,
et ne se faisait pas faute de le réprimander sévèrement au moindre prétexte, et même sans prétexte, pour le principe. Malgré cela, Pierre était heureux, soutenu par l'idée que dans un avenir lointain, il régnerait, lui aussi, en qualité de maître d'hôtel, sur quelque restaurant de grande classe. Pour le moment, pourtant, sa carrière lui paraissait assez compromise, car, s'il ne se trompait pas, on le soupçonnait d'être un assassin, ni plus ni moins. Kemp l'avait consciencieusement mis sur le grill pour en arriver finalement à la conviction décourageante que le gosse n'avait fait que ce qu'il prétendait avoir fait. Avoir ramassé par terre un sac de dames et l'avoir posé sur la table. Une fois encore, le gosse reprenait ses explications. « Vous comprenez, monsieur, je faisais vite parce que monsieur Robert attendait sa sauce, et je le voyais qui s'impatientait. Alors la dame, en partant danser, a fait tomber son sac. Je me suis arrêtée, je l'ai ramassé en vitesse et j'ai filé. Il y avait monsieur Robert qui me faisait des signaux désespérés, c'était pas le moment de traîner. C'est tout, monsieur, et je vous assure que c'est comme ça que ça s'est passé. » On ne pouvait malheureusement guère en douter. Kemp rendit sa liberté au gosse. Il dut réfréner une forte tentation de lui dire « Et surtout que je ne t'y reprenne plus !» L'agent Pollock vint lui annoncer que le service de garde téléphonait. Il y avait, en bas, une jeune femme qui demandait à lui parler, ou plus exactement, à voir l'officier chargé de l'enquête sur l'affaire du Luxembourg. « Comment s'appelle-t-elle ?»« Miss Chloé West. »« Dites qu'on la fasse monter, » fit-il, résigné. « J'ai 10 minutes à lui donner. Monsieur Faraday ne doit plus tarder maintenant. D'ailleurs, il ne sera pas mauvais de le faire attendre un peu, et ça ne sera pas plus mal. » Quand Miss Chloé West entra, Kemp eut l'impression qu'il la reconnaissait, mais il s'aperçut tout de suite, au second regard, qu'il n'en était rien. Il ne l'avait certainement jamais vue, encore qu'elle lui rappelât vaguement quelqu'un. C'était une femme qui pouvait avoir 25 ans, grande, très jolie, avec de beaux cheveux acajou. Sa voix était un peu apprêtée, avec une articulation parfaite, et elle paraissait nerveuse. « Asseyez-vous, Miss West. Que puis-je pour vous ?» Le ton n'était pas très engageant, mais elle ne parut pas s'en apercevoir. « J'ai lu dans les journaux qu'un homme était mort hier soir au Luxembourg. C'est à ce sujet que je suis venue vous trouver. »« Monsieur George Barton. Vous le connaissiez ?»« Eh bien, non, pas précisément. Je veux dire que je ne le connaissais pas bien. » Kemp la regarda avec plus d'attention. De nouveau, il se demandait si tout de même il ne l'avait pas déjà rencontrée. Elle avait l'air d'une femme bien élevée, honnête, très probablement. Il décida de se faire plus aimable. « Avant d'aller plus loin, dit-il, d'un ton adouci, voudriez-vous me donner votre nom et votre adresse ? » « Je m'appelle Chloé Elizabeth West. J'habite 15 Merivale Court, à Maida Vale. Je suis actrice. » Il l'examina de nouveau sans en avoir l'air. Elle devait dire vrai. Comédienne, sans doute, mais du genre sérieux, jouant le répertoire, probablement. « Maintenant, Miss West, je vous écoute. » Quand j'ai appris par les journaux que la police avait ouvert une enquête sur la mort de M. Barton, j'ai pensé que je ferais peut-être bien de venir vous voir. J'en ai parlé à une de mes amies qui a été de mon avis, et je suis venue, bien que ce que j'ai à vous dire soit peut-être sans intérêt. « Nous verrons ça, » fit Kemp avec bonne humeur. « Dites toujours. »« Voici. Pour le moment, je ne joue pas. Mais mon nom est dans les agences, et ma photo paraît dans le projecteur, un journal professionnel. C'est là, d'après ce que j'ai compris, que M. Barton l'a vu. Toujours est-il qu'il est entré en relation avec moi et qu'il m'a expliqué ce qu'il attendait de moi. C'est-à-dire ? Il me raconta qu'il donnait un souper au Luxembourg et qu'il désirait faire une surprise à ses invités. Il avait apporté une photo, un portrait de femme, et il voulait que je me maquille pour ressembler le plus possible à la personne qui avait posé. Nos cheveux, paraît-il, étaient à peu près de la même nuance. D'un coup, Kemp se souvint. La photographie de Rosemary, il l'avait vue sur le bureau de George
à Elvaston Square, et c'était Rosemary que lui rappelait sa visiteuse. Elle lui ressemblait. Peut-être pas de façon frappante, mais pourtant de façon indiscutable. Je devais porter une robe qu'il m'avait donnée, poursuivait Miss West. Une robe verte. Je devais me coiffer d'après la photographie et faire tout ce que je pourrais pour accentuer la ressemblance. Puis, je devais aller au Luxembourg, arriver au moment où les attractions passent pour la première fois de la soirée, et m'asseoir à la table de M. Barton, où une chaise serait demeurée libre à mon intention. Pour être bien sûr qu'il n'y aurait pas d'erreur, il m'avait emmené déjeuner au Luxembourg il y a quelques jours. Mais, Miss West, hier soir, vous n'êtes pas allée au Luxembourg? Non, parce que vers 8 heures, quelqu'un, M. Barton, m'a appelé au téléphone pour me dire que tout était changé et remis à une date qu'il me ferait connaître plus tard. Ce matin, j'ai vu la nouvelle de sa mort dans les journaux. Et finalement, dit Kemp, vous avez eu la très bonne idée de venir nous voir. Je vous en suis très reconnaissant, Miss West, et je vous remercie. Grâce à vous, un premier mystère, celui de la chaise vide, se trouve maintenant éclairci. À propos, pourquoi, à l'instant, après avoir dit « quelqu'un », vous êtes-vous reprise pour dire « Monsieur Barton » ? Parce que, tout d'abord, je n'ai pas reconnu M. Barton à l'appareil. La voix m'avait paru différente. C'était bien une voix d'homme. Oui, du moins, il m'a semblé. C'était la voix enrouée de quelqu'un qui a un bon rhume. Et c'est tout ce qu'il vous a dit? Absolument tout. Kemp posa encore quelques autres questions, mais elle ne devait rien lui apprendre. Chloé West partit, l'agent Pollock étant venu aux ordres, il ne lui cacha pas sa satisfaction. « Nous progressons, Pollock. Nous connaissons maintenant le fameux plan de Barton, et je comprends pourquoi ils nous ont tous dit qu'ils considéraient avec stupeur cette chaise qui s'obstinait à rester vide. Pourquoi il avait l'air d'être dans la lune, pourquoi il était catastrophé. Il se rendait compte que son beau plan était par terre. Alors, vous ne croyez pas que c'est lui qui a décommandé la femme? Vous pouvez parier que non, et je ne suis pas tellement sûr qu'il s'agissait d'une voix d'homme. L'enrouement, pour déguiser une voix au téléphone, c'est un vieux truc. Nous progressons, Pollock. Nous progressons. Envoyez-moi, monsieur Faraday. Chapitre 9. Stephen Faraday arriva à Scotland Yard, calme et impassible en apparence, mais en réalité en proie à une vive agitation intérieure. Il se sentait privé de tous ses moyens, écrasé, anéanti. Ce matin, tout semblait s'arranger le mieux du monde. Pourquoi donc l'inspecteur Kemp s'était-il, au téléphone, montré si pressé de le voir? Que pouvait-il savoir ou soupçonner? Rien que de vague, certainement. L'important était de garder son sang-froid et de tout nier. Mais, loin de Sandra, il se découvrait sans force et sans défense. Quand ils faisaient face au danger tous les deux, la moitié de ses craintes s'évanouissait du seul fait qu'elle était là, à ses côtés. Ensemble, ils étaient forts, courageux, puissants. Seul, il était faible et désarmé. En allait-il de même pour elle? Il se le demandait, se la représentant, solitaire et silencieuse, dans un coin de l'immense maison, fière, torturée par ce même sentiment d'impuissance qui semblait en ce moment paralyser ses propres facultés. L'inspecteur Kemp l'accueillit avec une courtoisie froide et sévère. Pollock était assis à une petite table, près du bureau, crayon au poing, un bloc de papier devant lui. Ayant invité son visiteur à s'asseoir, Kemp s'adressa à lui dans les termes les plus officiels. « J'ai l'intention, monsieur Faraday, de vous demander une déposition qui sera enregistrée et que je vous prierai de lire et de signer avant de vous retirer. Il est de mon devoir de vous avertir que vous avez le droit de refuser de faire cette déposition et que vous pouvez exiger de ne parler qu'en présence de votre avocat. » Stephen était abasourdi, mais il réussit à n'en rien laisser voir. Il trouva même moyen de sourire pour dire « Voilà, inspecteur, qui me paraît tout simplement formidable. » Il n'est pas mauvais, monsieur Faraday, de bien préciser certaines choses au départ. Et je dois comprendre, bien entendu,
que tout ce que je dirai pourra être utilisé contre moi? Nous ne disons pas contre, monsieur Faraday. Ce que vous pourrez dire pourra être utilisé en justice. Je vois la nuance, mais je n'arrive pas à comprendre, inspecteur, pourquoi vous me demandez une déposition, alors que vous m'avez déjà entendu ce matin. C'est simplement qu'il s'agissait d'une conversation officieuse, et qu'il y a des points sur lesquels il nous faut revenir. D'autre part, il est certains faits dont vous préférez sans doute que nous discutions seulement maintenant. Pour tout ce qui me semble ne toucher à l'affaire qu'indirectement, nous nous efforçons d'être aussi discrets que le permet la recherche de la vérité. Vous voyez à quoi je fais allusion? J'ai peur que non. Alors, je m'explique, dit Kemp avec un soupir. Vous étiez, je crois, en termes très intimes avec la défunte Mrs. Barton. Qui prétend ça? Kemp prit sur son bureau un document dactylographié et le tendit à Stephen. Voici la copie d'une lettre trouvée dans les affaires de Mrs. Barton. L'original est dans le dossier. Il nous a été remis par Miss Iris Marle, qui reconnaît l'écriture comme étant celle de sa sœur. Stephen lut. Mon léopard adoré. Des souvenirs l'assaillaient. Il croyait entendre la voix de Rosemary plaidant sa cause, insistant. Ce passé ne consentirait-il donc jamais à se laisser oublier? Il se ressaisit et dit, rendant le document à Kemp. Vous avez peut-être raison de croire que cette lettre est de Mrs. Barton, mais rien n'indique qu'elle m'était destinée. Reconnaissez-vous avoir payé le loyer du 21 Malland Mansions, Earl's Court? Ainsi, il savait. Il se demanda depuis quand. Je vois, fit-il avec effort, que vous vous êtes bien renseigné. Pourrais-je vous demander pourquoi on se propose de donner à mes affaires privées la plus large publicité? Il n'est question de rien de tel, à moins qu'elle n'ait un rapport direct avec la mort de George Barton. Vous insinueriez qu'après lui avoir pris sa femme, je l'ai tué? Kemp mit les coudes sur la table et croisa les mains. Monsieur Faraday, je serai franc. Vous étiez, Mrs. Barton et vous, des amis très intimes. La rupture est venue de vous, et non point d'elle. Elle se proposait, cette lettre le prouve, de faire un scandale. Là-dessus, elle meurt. Pour vous, tout à fait au bon moment. Elle s'est suicidée. Je reconnais que je porte peut-être dans cette malheureuse affaire une certaine part de responsabilité. Il se peut que j'aie des remords, mais la justice n'a rien à voir là-dedans. Il est possible que Mrs. Barton se soit donné la mort, et il est possible aussi qu'il ne s'agisse pas d'un suicide. Cette dernière opinion était celle de George Barton. Il avait commencé des recherches. Il meurt. Coïncidence encore, mais qui donne à réfléchir. Peut-être. Mais pourquoi les soupçons porteraient-ils sur moi? Vous admettez que la mort de Mrs. Barton a aplani pour vous de sérieuses difficultés. Un scandale, monsieur Faraday, pouvait compromettre votre carrière. Il n'y avait pas eu de scandale. Mrs. Barton aurait fini par entendre la voix de la raison. C'est ce que je me demande. Est-ce que votre femme était au courant de votre liaison? Certainement pas. Vous en êtes bien sûr? Absolument sûr. Ma femme pensait que Mrs. Barton et moi, nous étions d'excellents amis, et j'espère qu'elle continuera à le croire. Votre femme est-elle jalouse, monsieur Faraday? Non. Du moins, je n'ai jamais eu l'occasion de m'en apercevoir. Elle est bien trop intelligente pour ça. L'inspecteur n'était peut-être pas d'accord sur ce que semblait impliquer cette affirmation, mais il négligea de le signaler. Il avait une autre question à poser. Avez-vous jamais, monsieur Faraday, détenu de l'acide cyanhydrique? Jamais. Est-ce que vous n'en avez pas un peu chez vous, à la campagne? Le jardinier en a peut-être, je n'en sais rien. Vous n'en avez vous-même jamais acheté? Soit chez le pharmacien, soit chez un marchand de produits photographiques? Je ne fais pas de photographie. Et je vous répète que je n'ai jamais eu d'acide cyanhydrique en ma possession. L'interrogatoire se poursuivit quelques instants encore, puis Kemp remercia Stephen, qui bientôt se retirait. Après son départ, l'inspecteur se tourna vers Pollock, l'air songeur. Il m'a paru bien soucieux de nous convaincre que sa femme n'était pas au courant de sa liaison.
J'aimerais bien savoir pourquoi. Peut-être a-t-il peur qu'elle ne vienne à l'apprendre maintenant. Peut-être. Mais je pensais qu'il aurait eu l'intelligence de se rendre compte que, si sa femme ne savait rien, elle serait capable de le quitter le jour où elle apprendrait quelque chose, ce qui ajoute une raison supplémentaire à celle qu'il pouvait avoir de supprimer Rosemary. Je me demande pourquoi il n'a pas adopté un autre système de défense. Il eût été si simple de nous dire que sa femme était plus ou moins au courant, mais qu'elle fermait les yeux. Il n'y aura pas pensé. Kemp fit la moue. Faraday n'était pas un imbécile. Très intelligent, au contraire, avec des idées claires et le cerveau agile. Et il avait fait tout le possible pour persuader l'inspecteur que sa femme ignorait tout de sa liaison. Enfin, fit Kemp, nous verrons bien. Race paraît satisfait de la piste qu'il a découverte. S'il a raison, les Faraday sont hors de cause, tous les deux, et je serai le premier à m'en réjouir. Ce type-là me plaît, et personnellement, je ne peux pas croire qu'il soit un assassin. Ouvrant la porte du petit salon, Stephen dit « Sandra, tu es là ?» Dans le noir, elle vint à lui. Il sentit ses 2 mains se poser sur ses épaules. « Stephen !»« Pourquoi restes-tu dans l'obscurité ?»« Je ne pouvais pas supporter la lumière. »« Alors ?»« Alors, ils savent. »« Pour Rosemary ?»« Oui. »« Et que pense-t-il ?»« Il considère, naturellement, que j'avais un mobile. »« Ah, ma chérie, dans quelle aventure t'ai-je entraînée ? Car tout ça, c'est ma faute. J'aurais dû partir après la mort de Rosemary. C'était si simple. Je disparaissais, tu te retrouvais libre. Et au moins, tu n'aurais pas été mêlé à cette horrible affaire. Non, non, ne dis pas ça. Il ne faut pas me quitter, Stephen, il ne faut pas. Elle s'accrochait à lui. Ses membres tremblaient et il sentait des larmes chaudes couler sur ses joues. Je n'ai que toi, Stephen. Tu es toute ma vie. Toute ma vie. Mais, Sandra, tu m'aimes donc tant ? Je ne savais pas. Je ne tenais pas à ce que tu le saches. Mais maintenant... Maintenant, ma chérie, maintenant, nous sommes ensemble. Et nous ferons face ensemble, quoi qu'il advienne, ensemble. Serrés l'un contre l'autre, ils sentaient une force nouvelle monter en eux. Chapitre 10. Anthony Brown regardait la carte que le groom venait de lui remettre. Il se promena la main sur le menton, puis dit « Allons-y, faites-le monter. » Brown, debout près de la fenêtre, se retourna à l'entrée du colonel Race. Il vit un homme de haute taille, à l'allure militaire, le teint bronzé et les cheveux grisonnants. Un homme qu'il avait déjà rencontré, mais il y avait longtemps, et sur le compte duquel il savait beaucoup de choses. Il alla vers lui, sans hâte et la main tendue. Dit « Heureux de vous voir, colonel. Je sais que vous étiez un ami de George Barton. Il nous a parlé de vous, le soir même de sa mort. Cigarette ? Volontiers, merci. » Anthony lui offrit du feu. « Vous avez joué à ce souper, reprit-il, le rôle de l'invité qu'on attend et qui ne vient pas. Entre nous, vous avez aussi bien fait. Je vous signalerai une erreur. Cette place vide ne m'était pas destinée. »« Non, » fit Anthony, sincèrement étonné. Barton nous a pourtant dit... Race lui coupa la parole. Quoi qu'ait pu dire Barton, il ne m'attendait pas. Cette chaise vide devait être occupée, au moment où l'on fait le noir dans la salle, par une actrice du nom de Chloé West. Anthony était de plus en plus surpris. Chloé West ? Jamais entendu parler. Qui est-ce ? Une jeune comédienne, de notoriété limitée, mais qui, si l'on n'y regarde pas de trop près, ressemble assez à Rosemary Barton. Anthony émit un petit sifflement admiratif et dit « Je commence à comprendre. » Barton, poursuivit Race, lui avait remis une photographie de sa femme afin qu'elle pût se coiffer comme elle le faisait, et elle devait porter la robe même que Rosemary portait le soir de sa mort. « Ainsi, s'exclama Anthony, la grande idée de Barton, c'était ça ? Nous rendons la lumière, mesdames et messieurs, et voici 5 minutes de magie noire et de terreur. Rosemary est revenue. Le coupable blêmit et balbutie. C'est elle, Seigneur,
Je suis perdu. Il sourit et ajouta. Pas très fort comme trouvaille. Même d'un type du calibre de ce pauvre vieux George, on pouvait espérer mieux. Je ne suis pas tellement sûr d'être de votre avis, dit Race. Allons donc. Attendre d'un criminel endurci qu'il se comporte comme une petite fille impressionnable? Si quelqu'un a, de sang-froid, empoisonné Rosemary, et si ce même quelqu'un s'apprêtait à jeter de l'acide cyanhydrique dans le verre de George, ce quelqu'un, je le prétends, a les nerfs solides. Il aurait fallu plus qu'une cabotine camouflée en Rosemary pour le, ou la, faire avouer. Souvenez-vous de Macbeth? C'était bien un criminel endurci, et il s'est effondré devant le spectre de Banquo. Oui, mais il s'agissait d'un vrai spectre. Ce n'était pas un acteur de second ordre, affublé de la défroque de Banquo, et je suis prêt à admettre qu'un spectre authentique peut apporter avec lui sa propre atmosphère, celle de l'au-delà, car je crois aux fantômes, au moins depuis 6 mois. Peut-être pas à tous, mais à un fantôme, certainement. Vraiment? Et c'est le fantôme de qui? De Rosemary Barton. Vous pouvez rire. Ce fantôme, je ne l'ai pas vu, mais j'ai senti sa présence. Pour une raison que j'ignore, Rosemary, la pauvre, ne peut pas demeurer chez les morts. Cette raison, moi, je la connais peut-être. Parce qu'elle a été assassinée. C'est ça que vous allez dire. Ou, pour parler un autre langage, parce qu'elle s'est fait mettre en l'air. Qu'en pensez-vous, monsieur Tony Morelli? Un silence suivit. Anthony s'était assis dans un fauteuil, au coin de la cheminée. Il jeta sa cigarette dans l'âtre, en alluma une autre et dit « Comment avez-vous trouvé ça? Vous admettez que vous êtes Tony Morelli? Vous ne pensez pas que je vais perdre mon temps à le nier? Je suppose que vous avez câblé en Amérique et qu'on vous a donné les tuyaux. Et vous reconnaissez que, lorsque Rosemary Barton a découvert votre identité, vous l'avez menacée de la mettre en l'air, si elle ne tenait pas sa langue? J'ai fait tout le possible pour lui faire peur afin de l'empêcher de parler. Tony ne paraissait pas ému, et son ton était calme. Il contemplait l'extrémité vernie de ses chaussures sur laquelle venaient jouer les rayons d'un pâle soleil d'hiver. Et le colonel Race avait le sentiment assez étrange que cet entretien ne se déroulait pas comme il l'aurait dû. Ce jeune homme élégant, qui était là devant lui, renversé dans son fauteuil, il lui semblait, maintenant, l'avoir déjà vu, le connaître depuis très longtemps. Faut-il, Tony Morelli, que je récapitule tout ce que je sais de vous? Ça pourrait être amusant. Aux États-Unis, vous êtes convaincu d'une tentative de sabotage aux usines d'aviation Ericsson et condamné de ce chef à une peine d'emprisonnement. À votre sortie de prison, les autorités vous perdent de vue. On vous retrouve à Londres, vivant au Claridge, sous le nom d'Anthony Brown. Vous réussissez à vous faire présenter à Lord Dewsbury, et par lui, vous rencontrez d'autres magnats de l'industrie des armements. Lord Dewsbury vous reçoit chez lui et, en qualité d'invité, vous vous faites montrer des choses que vous n'auriez jamais dû voir. Coïncidence, toute une série d'accidents inexplicables, dont certains auraient pu amener de véritables catastrophes, éclatent dans différentes usines que vous venez de visiter. Les coïncidences sont des choses extrêmement curieuses. Finalement, après une éclipse, vous reparaissez à Londres, où vous renouez connaissance avec Iris Marle. Vous évitez d'aller la voir chez elle, pour ne pas donner l'éveil à sa famille, et vous essayez de la convaincre qu'elle doit vous épouser en secret, sans rien dire à personne. « Il est vraiment extraordinaire, dit Brown, que vous ayez découvert tout ça. Je ne parle pas de ce qui concerne les usines d'armement, mais du reste, les menaces que j'ai faites à Rosemary et les tendres petits riens que j'ai murmurés à Iris. Est-ce que ces choses-là seraient aussi du ressort de M15 ?» Ce fut au tour de Race d'être surpris. « Vous aurez à vous expliquer sur pas mal de choses, Morelli. Croyez-vous. Admettons que tout ce que vous venez de dire soit exact. Et après? J'ai fait de la prison. J'ai noué des amitiés intéressantes. Je suis amoureux d'une ravissante jeune fille et impatient de l'épouser. Si impatient que vous préfériez que le mariage eût lieu avant que la famille ne découvrît vos antécédents. Iris Marle est très riche. C'est bien pour ça. Quand il y a de l'argent, les familles ont tendance à chipoter.
Iris ne sait rien de mon obscur passé. J'ai le droit de préférer ça. J'ai bien peur que nous ne soyons obligés de la mettre au courant. Dommage. Sans doute ne vous rendez-vous pas compte. Un éclat de rire l'interrompit. Oh, fit-il, je n'ai pas besoin qu'on me fasse un dessin. Rosemary connaissant mon passé criminel, je l'ai tué. George Barton m'ayant soupçonné, je l'ai tué. Et maintenant, je cours après l'argent d'Iris. C'est clair comme de l'eau de roche, et ça se défend gentiment. Seulement, vous n'avez pas le quart de la moitié d'une preuve. Race dévisagea Brown avec attention pendant un long moment, puis il se leva et se mit à marcher dans la pièce. « Tout ce que j'ai dit est exact, dit-il lentement. Seulement, tout est faux. » Comment tout est faux? Oui, le personnage est truqué. Continuant sa promenade, il expliqua. Tout tenait debout aussi longtemps que je ne vous avais pas vu, mais maintenant que je vous ai vu, ça s'écroule. Parce que vous n'êtes pas un escroc. Et parce que, si vous n'êtes pas un escroc, vous êtes nécessairement un des nôtres. Je me trompe ou non? Anthony le regardait avec un sourire amusé. Car, dit-il, la femme du colonel et Judy O'Grady étaient sœurs du même sang. Oui, les collègues. Il n'y a pas à dire, on les flaire. C'est curieux. C'est parce que vous avez raison que je m'appliquais à vous éviter. J'avais peur d'être reconnu par vous pour ce que je suis, et il était important, au moins jusqu'à ce matin, que je ne le fusse pas. Depuis aujourd'hui, Dieu merci, l'affaire est dans le sac. Les principaux membres de la bande de saboteurs dont je m'occupais depuis 3 ans étant maintenant tous bouclés. Drôle de travail. Je fréquentais les meetings, je faisais de l'agitation dans les centres ouvriers, je me fabriquais une réputation. En fin de compte, il avait été entendu avec mes chefs, les vrais, que je ferais un coup retentissant et que je serais condamné. Il fallait que l'affaire eût l'air sérieux pour établir de façon indiscutable auprès des autres ma sincérité et ma bonne foi. À ma sortie de prison, les choses ont commencé à se dessiner. Petit à petit, j'approchais du centre de l'organisation, un puissant réseau international dont les chefs se trouvaient en Europe centrale. J'étais devenu leur agent quand je vais m'installer au Claridge. Mes ordres étaient de me lier avec Lord Dewsbury. Je jouais l'homme du monde qui sort beaucoup et court les balles, et c'est ainsi que je fis connaissance de Rosemary. Un jour, elle découvrit que j'avais fait de la prison aux États-Unis sous le nom de Tony Morelli. J'ai eu peur. Peur pour elle. Les gens avec qui je travaillais n'auraient pas hésité à la supprimer s'ils étaient venus à savoir qu'elle m'avait démasqué. Pour qu'elle se tue, je fais de mon mieux pour lui inspirer une sainte terreur, mais je n'avais pas grand espoir d'y être parvenu. Elle était née indiscrète, la pauvre. Et je me suis dit que, dans ces conditions, le mieux pour moi était de disparaître. Je venais de prendre cette décision quand j'entrevis Iris pour la première fois. Le fait ne pouvait rien changer à ma résolution, mais je me jurais de revenir pour l'épouser une fois mon travail achevé. L'affaire bien en train et mon rôle actif terminé, je reparus à Londres. Je touchais Iris, je la vis beaucoup, mais je me tins à l'écart de sa famille, car je n'ignorais pas qu'on se renseignerait sur mon compte, et il ne m'était pas encore permis d'abandonner ma personnalité d'emprunt. Seulement, Iris me donnait du souci. Elle paraissait souffrante, effrayée, et il me semblait que George Barton ne se comportait pas avec elle comme il l'aurait fallu. Je la pressai de s'enfuir avec moi et de m'épouser. Elle refusa, et peut-être eut-elle raison. Peu après, je fus invité au fameux souper. Impossible de me dérober. Comme on s'asseyait à table, George annonça qu'il vous attendait. Sans perdre de temps, je déclarai que j'avais retrouvé à Londres un homme que je connaissais et que je serais peut-être obligé de me retirer tôt. Effectivement, j'avais rencontré un type que j'avais connu en Amérique, un certain Gordman, le singe. Il ne se souvenait pas de moi, mais ça n'avait pas d'importance. J'avais pris le premier prétexte venu. L'important, c'était de ne pas me trouver en votre présence, car mon travail, à ce moment-là, n'était pas encore tout à fait fini. La suite, vous la connaissez. Je n'ai été pour rien dans la mort de George, pas plus que dans celle de Rosemary, et, à l'heure actuelle encore, je ne sais pas qui les a tués. Vous n'avez pas une idée? L'assassin ne peut être que le garçon,
ou l'une des 5 personnes qui étaient autour de la table. J'élimine le garçon. Ce n'est pas moi non plus, ni Iris. Ce peut être Stephen Faraday ou Sandra, ou les deux ensemble. Mais je croirais plutôt que c'est Ruth Lessing. Vous avez une raison pour ça ? Aucune. Elle me semble le coupable le plus indiqué. Mais je ne vois pas du tout comment le crime a pu être commis. Au deux souper, elle était placée à table de telle façon qu'il lui était impossible de jeter le poison dans le verre. Plus je pense à ce qui s'est passé l'autre soir, plus il me semble invraisemblable que Barton ait été empoisonné. Et pourtant, il n'y a pas de doute, il a été. Il se tut un instant et dit encore : « Il y a aussi autre chose qui me tracasse. Avez-vous trouvé l'auteur des lettres anonymes ? » ?»« Non. Je l'ai cru un moment, mais je me trompais. » »« Ce qui me tracasse, c'est que ces lettres prouvent qu'il y a quelque part quelqu'un qui sait que Rosemary a été assassinée. Et, si vous n'y veillez pas, ce quelqu'un-là sera la prochaine victime. » Chapitre 11. Anthony avait appris, par un coup de téléphone, que Lycia Drake sortirait à 5 heures pour aller prendre le thé chez de vieux amis à elle. Faisant la part de l'imprévu, le sac ou le parapluie qu'on a oublié, les derniers ordres qu'on donne sur le pas de la porte et qui se prolongent bien plus qu'on ne pensait, il décida d'arriver lui-même à Elvaston Square à 5h25. C'était Iris qu'il voulait voir, et non sa tante, et il n'ignorait pas que, s'il se présentait avant le départ de la brave dame, il n'aurait que très peu de chance d'avoir avec la jeune fille la conversation qu'il désirait. La femme de chambre, une blonde, à qui manquaient les yeux impertinents de Betty Arkdale, lui dit que Miss Iris venait de rentrer et qu'elle était dans le cabinet de travail. « Ne vous dérangez pas, fit-il, passant devant elle avec son sourire. « Je connais le chemin. » À son entrée dans la pièce, Iris sursauta. « Ah, c'est vous, Tony !» Elle lui paraissait d'une nervosité insolite. « Eh bien, chérie, dit-il, allant rapidement vers elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien, sinon que j'ai failli me faire écraser. Par ma faute, d'ailleurs. J'étais tellement absorbée, tellement dans la lune, que je me suis engagée sur la chaussée sans regarder et que la voiture qui tournait le coin a failli me passer dessus. Son aile m'a frôlée. » Il la gronda gentiment. « Il faut faire attention, Iris. Et vous me donnez bien du souci. Non pas parce que vous venez d'échapper miraculeusement aux roues d'une automobile, mais parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans la lune quand vous traversez les rues. Qu'est-ce que c'est, ce quelque chose ? C'est grave ? » Elle leva vers lui un regard plein de tristesse. La peur se lisait dans ses yeux, et il était renseigné avant même qu'elle ne lui répondît. « J'ai peur. » Il la prit par le bras, l'entraînant doucement vers un canapé sur lequel ils s'assirent tous les deux. « Racontez-moi ça, Iris. »« Je ne sais pas si je peux vous le dire, Anthony. »« Ne faites pas la bête, petite fille. Ne faites pas comme les héroïnes de romans feuilletons qui commencent, au tout premier chapitre, par avoir un secret qu'elles taisent sans raison, uniquement pour embêter le héros et permettre au bouquin de vous délayer leurs aventures en 50 000 mots, minimum. » Elle essaya de sourire et dit : « Je voudrais vous le dire, Tony, mais je ne sais pas ce que vous en penserez. Je me demande si vous me croirez. » Anthony leva la main gauche et, comptant sur ses doigts, répondit : « Primo, vous avez un enfant naturel. Secundo, le père vous fait chanter. Tertio... » Elle protesta, indignée. « Vous savez bien, Tony, qu'il ne s'agit de rien de tel. »« Vous me rassurez. Allez, cher petit imbécile, dites-moi ce que c'est. » Le visage de la jeune fille se rembrunit de nouveau. « Il n'y a pas de quoi rire, Tony. C'est à propos de l'autre soir. » « Alors ?» Le ton était devenu sérieux. « Vous étiez à l'enquête ce matin ? Qui a-t-on dit ? » « Peu de choses. Le médecin légiste a fait un cours sur les poisons en général et l'acide cyanhydrique en particulier. Un inspecteur a déposé, pas Kemp, un autre, le type à la petite moustache qui était venu au Luxembourg pour les premières constatations. Le corps a été reconnu par l'employé principal de Georges, sur quoi l'audience a été renvoyée à huitaine par un procureur de bonne composition. L'inspecteur a-t-il parlé d'un petit papier trouvé sous la table
et contenant des traces d'acide cyanhydrique ? Naturellement, répondit Anthony, vivement intéressé. Il est évident que la personne qui a versé la poudre dans le verre de Georges a jeté sous la table le papier qui la contenait. C'est ce qu'elle avait de mieux à faire. Elle ne pouvait pas le garder sur elle. Iris tremblait. Non, Tony, ça ne s'est pas passé comme ça. Que voulez-vous dire, chérie, et quand savez-vous ? Tony, c'est moi qui ai fait tomber le papier sous la table. Il la considéra avec étonnement. Elle poursuivit. Vous vous souvenez d'avoir vu Georges boire son champagne ? Après, la chose est arrivée. Une chose horrible, terrifiante, et d'autant plus effrayante qu'elle se produisait juste au moment où l'on commençait à respirer. Je veux dire par là que, lorsque la lumière a été rendue, j'avais éprouvé comme une impression de soulagement, de délivrance. Après l'autre souper, rappelez-vous, c'est juste après les attractions que nous avions trouvé Rosemary morte. Or, je ne sais pourquoi, il m'avait semblé que tout se répétait. À table, je sentais Rosemary à côté de moi. Chérie. Je sais, ce sont les nerfs, pas autre chose. Mais tout de même, la lumière était revenue et rien ne s'était passé. Nous étions tous là, bien vivants, et il me semblait que, tout d'un coup, le cauchemar se dissipait. Je me sentais revivre. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai dansé avec Georges. Enfin, je m'amusais. Et puis, nous avons regagné la table. Georges a parlé de Rosemary. Il nous a demandé de boire à sa mémoire, et il s'est écroulé, mort. L'affreux rêve recommençait. J'étais comme paralysée. Je restais là, secouée de tremblements. Je me suis reculée, machinalement, quand vous vous êtes approché de Georges. Puis les garçons sont accourus. Et quelqu'un a réclamé un docteur. Je ne bougeais pas. J'étais glacée, avec une énorme boule dans la gorge. Puis j'ai senti des larmes couler sur mes joues et j'ai voulu les essuyer. J'ai ouvert mon sac pour prendre mon mouchoir et, en fouillant dedans pour le chercher, je n'y voyais pas très bien parce que je pleurais. J'ai trouvé, pris dans mon mouchoir, un petit morceau de papier assez raide, avec des plis bien marqués, un petit morceau de papier comme ceux dont les pharmaciens se servent pour envelopper leur poudre. Je me suis tout de suite demandé d'où il venait, car je savais exactement ce qu'il y avait dans mon sac, que j'avais préparé moi-même avant de quitter la maison. Mon poudrier, mon rouge à lèvres, un mouchoir, un petit peigne dans son étui et un peu de monnaie. Ce morceau de papier, quelqu'un l'avait mis dans mon sac. Je me suis souvenu alors qu'on en avait trouvé un tout pareil dans le sac de Rosemary. Et j'ai eu peur. Anthony, terriblement peur. Mes doigts sont devenus gourds d'un seul coup et le papier est tombé sous la table. Je l'ai laissé et je n'ai rien dit. J'étais terrifiée à l'idée que quelqu'un essayait de faire croire que c'était moi qui avais tué Georges. Ce morceau de papier, quelqu'un l'a-t-il vu tomber ? Je ne sais pas, répondit-elle après une hésitation. Je crois que Ruth me regardait, mais elle avait l'air si stupéfait qu'elle n'a peut-être rien remarqué. Maintenant, peut-être, était-elle stupéfaite justement parce qu'elle avait remarqué. Anthony résuma son opinion en 2 mots. Fichue salade. Plus le temps passe, dit Iris, plus j'ai peur. Si la police venait à découvrir... Au fait, demanda Anthony, comment se fait-il qu'on n'ait pas trouvé vos empreintes sur le bout de papier ? Je suppose que c'est parce qu'en réalité, je ne l'ai pas touché. Je le tenais à travers mon mouchoir. Un coup de chance. Mais qui a pu le mettre dans mon sac ? Mon sac ne m'a pas quitté de la soirée. C'est peut-être moins inexplicable que vous ne pensez, Iris. Quand vous êtes allé danser, après les attractions, vous avez laissé votre sac sur la table. On peut très bien y avoir touché à ce moment-là. Il y avait 2 femmes, ne l'oublions pas. À propos, si nous parlions un peu du vestiaire, vous teniez-vous toutes rassemblées près de la même table, ou bien étiez-vous chacune devant une glace différente ? Iris réfléchit. Nous étions toutes devant la même table, une longue table étroite, sur laquelle nous avions posé nos sacs. Au-dessus, il y avait une glace dans laquelle nous nous regardions. Vous savez comme ça se passe. Précisez quand même. Eh bien, Ruth a commencé par se repoudrer, tandis que Sandra arrangeait sa coiffure et remettait en place 2 ou 3 épingles.
Quant à moi, après avoir donné ma cape de renard à la dame du vestiaire, j'ai vu que j'avais une tache de boue sur le dos de la main et je suis allée jusqu'au lavabo, tout à côté. » Votre sac était resté sur la table ? Oui, je me suis lavé les mains. Pendant ce temps-là, je suppose que Ruth continuait à se repoudrer. Sandra est allée se débarrasser de son manteau, puis elle est retournée à la glace. Ruth est venue se laver les mains pendant que j'allais me donner un coup de peigne devant la glace. De sorte qu'elles ont très bien pu, l'une comme l'autre, mettre quelque chose dans votre sac sans que vous vous en aperceviez. Oui, mais quand je l'ai trouvé, le papier était vide. De sorte qu'on ne peut l'avoir placé dans mon sac qu'après avoir drogué le champagne de Georges. D'ailleurs, je ne croirais jamais que Ruth ou Sandra aient pu faire une chose pareille. Vous avez trop bonne opinion des gens. Sandra ressemble à ces fanatiques du Moyen-Âge qui envoyaient au bûcher ceux qui n'étaient pas de leur avis, et j'apprendrai sans surprise aucune que Ruth est l'empoisonneuse la plus redoutable que la terre ait jamais portée. Si vous avez raison, pourquoi n'a-t-elle pas dit qu'elle avait vu le papier tomber dans mon sac ? Là, je ne sais que vous répondre. Si ce papier, c'est elle qui l'a mis dans votre sac, la logique voudrait qu'elle eût soigneusement veillé à ce que vous ne vous en débarrassiez pas. De sorte qu'il est tout de même bien difficile de croire à sa culpabilité. En somme, le grand favori, ce serait encore le garçon. Ah, le garçon. Si seulement nous avions dans le coup un garçon sortant de l'ordinaire, un type pas très catholique, ou même seulement un extra. Mais non, nous n'avons que Giuseppe et Pierre. Avec cela, ça ne colle pas. Iris poussa un soupir. Malgré tout, dit-elle, je suis bien contente de vous avoir parlé de ça. Naturellement, c'est un secret entre nous deux. Personne ne le saura jamais. Anthony se sentait un peu gêné. J'ai l'impression, Iris, qu'il ne va pas en être tout à fait comme ça. En fait, nous allons prendre un taxi et filer chez le petit père Kemp, à qui vous raconterez tout. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous. Mais Anthony, il va croire que j'ai tué Georges. C'est certainement ce qu'il croira plus tard, s'il découvre que vous n'avez rien dit. À ce moment-là, vous aurez bien du mal à le convaincre de votre sincérité. Votre position sera autrement meilleure si vous allez spontanément lui dire ce que vous savez. Mais Tony... Écoutez-moi bien, petite fille. Vous êtes dans de vilains draps. Mais, indépendamment de toute autre considération, il y a une chose qui s'appelle la vérité. Vous n'avez pas le droit, quand il s'agit de justice, de ne penser qu'à vous et à votre précieuse petite personne. Anthony, est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites ? Ça, chérie, c'est une rosserie. Mais ça ne change rien au problème. On va chez Kemp. En route. À contre-cœur, elle le suivit dans le vestibule. Son manteau traînait sur une chaise. Il le prit et le lui présenta. Il la sentait tout ensemble craintive et révoltée, mais il ne voulait pas s'attendrir. « Nous prendrons un taxi au coin, dit-il. » Comme il s'approchait de la porte, la sonnette de l'entrée se mit à tinter. « C'est Ruth !» s'écria Iris. « Je l'avais oubliée. Elle devait venir, en sortant du bureau, pour parler avec moi des obsèques qui auront lieu après-demain. J'ai pensé qu'il valait mieux discuter de ça en l'absence de Lucia, qui a le génie de tout embrouiller. » La tête de la femme de chambre apparut en haut de l'escalier de l'office. Sur un signe d'Iris, elle repartit vers le sous-sol. Anthony ouvrait la porte. Ruth était un peu décoiffée et paraissait fatiguée. Elle portait sous le bras une grande serviette de cuir. « Je m'excuse d'être en retard, dit-elle, mais il y avait un monde fou dans le métro et j'ai vu passer sous mon nez 3 autobus complets. Et pas un taxi à l'horizon. » De telles excuses étaient bien peu dans la manière de Ruth, la secrétaire jamais en retard et qui ne se trompait jamais. Anthony en fit intérieurement la remarque, se disant que, décidément, la mort de Georges avait tout bouleversé. Iris semblait vouloir profiter de la situation. « Vous voyez bien, dit-elle, que je ne puis pas vous accompagner. Il faut que j'arrête avec Ruth les dispositions à prendre. »« Je crains que ce que nous avons à faire ne soit plus important, » répliqua Anthony. « Je suis navré, Miss Lessing, de vous enlever Iris, mais il s'agit d'une affaire urgente. »« Ne vous inquiétez pas, Monsieur Brown, » répondit Ruth Lessing. « J'arrangerai tout avec Mrs. Drake quand elle rentrera. » Avec un sourire, elle ajouta «
Je sais très bien comment la prendre, vous savez. J'en suis bien sûr, murmura Anthony, pour lui seul. Ruth demanda à Iris si elle avait, au sujet des obsèques, des instructions particulières à lui donner. La jeune fille répondit que non. Si je voulais vous voir, expliqua-t-elle, c'était uniquement pour vous épargner, à vous qui avez tant à faire, une interminable conversation avec tante Lucia, qui change d'avis sur tout toutes les 2 minutes. Autrement, ça m'est égal. Tante Lucia adore les enterrements. Moi, je les ai en horreur. Évidemment, il faut bien enterrer les gens, mais pourquoi faire tant d'histoires autour des funérailles? Les morts sont morts, et ils ne reviennent pas. Appuyant sur les mots, sur un ton de défi, elle redit « Non, les morts ne reviennent pas. » Anthony, la prenant par le coude, l'entraîna vers la porte. « Allez, Iris, on s'en va. » Un taxi passait devant la maison. Il l'arrêta, aida Iris à monter, dit au chauffeur de les conduire à Scotland Yard, puis s'installa à son tour dans la voiture. « Dites-moi, chérie, fit-il au bout d'un instant, tout à l'heure, dans le vestibule, pour qui avez-vous jugé nécessaire d'affirmer par 2 fois que les morts ne reviennent pas? Vous sentiez quelqu'un auprès de vous? Qui? Georges ou Rosemary? Ni l'un ni l'autre. J'ai les enterrements en horreur, c'est tout. Il soupira et dit, philosophe. Alors, c'est probablement moi qui suis en train de devenir médium. Chapitre 12. Les 3 hommes étaient assis autour d'une petite table à dessus de marbre. Le colonel Race et l'inspecteur-chef Kemp buvaient un thé très noir, extrêmement riche en tanins. Anthony était devant une tasse de café. Un café qu'un Anglais eût jugé excellent, mais qui ne correspondait guère à l'idée qu'il se faisait, lui, d'un bon café. Il passait là-dessus, heureux d'avoir été admis sur un pied d'égalité à la conférence. Kemp, après un examen minutieux de ses titres, ayant consenti à le considérer comme un collègue. « Si vous voulez mon avis, dit Kemp, laissant tomber plusieurs morceaux de sucre dans son noir breuvage, cette affaire est de celles qui ne viendront jamais devant la cour. Nous n'aurons jamais de quoi soutenir l'accusation. » « Vous croyez ? Fit Race. Kemp but une gorgée de thé et poursuivit. « La seule preuve que nous pouvions espérer, c'était celle que nous aurions eue en main si nous avions pu établir qu'un des 5 invités avait acheté ou détenu de l'acide cyanhydrique. Nous n'y sommes pas parvenus. L'affaire restera donc de celle où l'on connaît l'assassin, mais où l'on ne peut rien prouver. »« Vous connaissez le coupable ?» demanda Anthony. « Ma foi, je suis à peu près convaincu que c'est Lady Alexandra Faraday. »« Vos raisons ?» fit Race. « Je vous les donne. Lady Alexandra est manifestement une femme d'une jalousie maladive, et qui sait ce qu'elle veut. Elle me fait penser à cette reine Éléonore, de je ne sais plus quoi, qui, sûre de la trahison de la blonde Rosamond Bower, lui donna à choisir entre la dague et le poison. Avec cette différence, fit remarquer Anthony, que la pauvre Rosemary, elle, n'a pas eu le choix. Kemp poursuivit. Quelqu'un prévient Barton. Il a des soupçons et, j'imagine, assez précis. Sinon, je doute qu'il aurait été jusqu'à acheter une maison à la campagne uniquement pour avoir l'œil sur les Faraday. Elle a dû, elle, se douter de quelque chose, surtout à partir du moment où il lui a parlé de ce fameux souper, en lui faisant sentir combien il tenait à sa présence. Comme elle aime mieux attaquer que se défendre, elle a pris les devants, et, en femme de décision, elle a exterminé l'adversaire. Tout cela, j'en conviens, est spéculation pure et psychologie. Mais j'ajoute que la seule personne, la seule, qui ait eu quelque chance de laisser tomber quelque chose dans le verre de Barton, juste avant qu'il ne bût, c'était bien la dame placée à sa droite. « Et personne n'aurait rien vu ?» objecta Anthony. « Ça s'est trouvé comme ça. On aurait pu voir, on n'a rien vu. Disons, si vous voulez, qu'elle a opéré avec adresse. Comme un prestidigitateur. Une chose me chiffonne, dit-il. J'admets que Lady Alexandra est une femme énergique, jalouse et passionnément amoureuse de son mari. J'admets qu'elle n'a pas reculé devant un assassinat. Reste la question du bout de papier dans le sac. Croyez-vous qu'elle soit femme à manœuvrer pour qu'on accuse une jeune fille parfaitement innocente et qui ne lui a jamais fait le moindre mal ? Est-ce que ce sont là les nobles traditions de sa noble famille ? Mal à l'aise,
L'inspecteur contemplait sa tasse vide. « Vous savez, dit-il, les femmes sont rarement sport. »« Ça pourrait se discuter, fit Race dans un sourire, mais il me suffit de constater que la question vous embarrasse. » Soucieux de créer une diversion, Kemp se tourna vers Anthony et lui dit, d'un ton aimable et légèrement protecteur. « À propos, monsieur Brown, je continue à vous appeler comme ça, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je tiens à vous dire que je vous suis très reconnaissant d'avoir fait diligence et de m'avoir amené Miss Marle sans perdre de temps. Il fallait que je vous l'amène ce soir, sinon je n'aurais peut-être jamais pu le faire. »« Bien entendu, demanda Race, elle ne voulait pas venir. Mon Dieu, la pauvre enfant mourait de peur. C'est assez naturel. »« Je comprends très bien ça, dit l'inspecteur, tout en se versant une seconde tasse de thé. Anthony, cependant, trempait des lèvres prudentes dans son café. « En tout cas, reprit Kemp, je crois que nous l'avons rassurée. Elle paraissait toute heureuse quand elle est partie. »« Après les obsèques, dit Anthony, j'espère qu'elle ira un peu à la campagne. 24 heures de paix et de tranquillité, loin du bavardage incessant de la tante Lucia, lui feront énormément de bien. »« Le bavardage de la tante Lucia a son utilité, dit Race. »« Eh bien, fit Kemp, on vous l'abandonne. Une chance que je n'ai pas cru devoir faire sténographier sa déposition. Si je l'avais fait, mon secrétaire serait à l'hôpital en ce moment, avec la crampe des écrivains. » On rit et on revint aux choses sérieuses. « Je crois, inspecteur, dit Anthony, que vous avez raison quand vous dites que cette affaire ne viendra jamais à l'audience. Mais c'est un épilogue peu satisfaisant. Ça m'ennuie. Comme d'ailleurs cette énigme des lettres dont nous ne savons toujours pas qui les a écrites. »« Quant au coupable possible, demanda Race, votre opinion n'a pas changé ? » ?»« Non. Je tiens toujours pour Ruth Lessing. Vous m'avez dit qu'elle reconnaît qu'elle était amoureuse de Barton. Rosemary l'encombrait. J'imagine qu'elle a trouvé tout d'un coup l'occasion de la supprimer et qu'elle en a profité, convaincue qu'il lui serait ensuite facile de se faire épouser par Barton. » Race admit que l'hypothèse était plausible. « Ruth Lessing, dit-il, possède le calme et l'intelligence pratique nécessaires pour machiner un bel assassinat et le mener à bien. Et il lui manque justement cette imagination qui lui permettrait de s'apitoyer sur sa future victime. Le premier meurtre peut être d'elle, mais je ne la vois pas commettant le second. Je ne la vois pas empoisonnant l'homme qu'elle aime et dont elle veut devenir la femme. Autre point qu'il innocente à mes yeux, puisqu'elle a vu Iris se débarrasser du papier qui avait contenu le poison, pourquoi n'a-t-elle rien dit ? » ?»« Peut-être n'a-t-elle rien vu, » répondit Anthony sans grande conviction. « Je suis à peu près sûr du contraire, » répliqua Race. « Quand je l'ai interrogée, j'ai eu l'impression qu'elle me cachait quelque chose, et Iris Marle elle-même croit que Ruth la regardait à ce moment-là. » Les trois hommes se turent un instant. « Et maintenant, dit Kemp, à votre tour, colonel, donnez-nous votre opinion. Vous en avez une, j'espère. » Race paraissait hésiter. Kemp insista. « Allons, colonel, jouons le jeu. Vous avez critiqué nos théories, nous attendons la vôtre. » Race regarda Kemp d'abord, puis, plus longuement, Anthony, qui finit par froncer le sourcil. « Vous n'allez pas nous dire que vous me considérez encore comme le traître de la pièce ?» Race secoua la tête. « Je ne vois pas, fit-il, pourquoi vous auriez tué George Barton. D'ailleurs, je crois connaître l'auteur des deux crimes. »« Et ce serait ?» Race retira sa pipe de sa bouche et dit lentement. « Vous croyez, l'un et l'autre, à la culpabilité d'une femme. Moi aussi. Je crois que l'assassin est Iris Marle. » D'un geste brusque, Anthony repoussa sa chaise en arrière. Le sang lui était monté au visage. Il était cramoisi. Il se domina cependant et, quand il parla, si sa voix tremblait un peu, elle avait cependant conservé ses inflexions ordinaires, ironiques et moqueuses. « Voilà, dit-il, une hypothèse qu'il est indispensable de discuter à fond. Et d'abord, si elle est coupable, pourquoi alors, que personne ne lui demandait rien, a-t-elle cru devoir parler du bout de papier trouvé dans son sac ?
Simplement, fit Race, parce qu'elle sait qu'à ce moment-là, Ruth Lessing la regardait. Anthony, des rides soucieuses sur le front, examina la réponse un instant, puis dit « Soit, mais pourquoi est-ce sur elle que se sont portés vos soupçons ?»« Parce qu'elle a un mobile. Iris n'avait pas d'argent, alors que Rosemary avait hérité une fortune énorme. On peut penser que la cadette a eu le sentiment d'une injustice, un sentiment contre lequel, peut-être, elle s'est défendue pendant des années. Elle savait que, si Rosemary mourait sans enfant, l'argent lui revenait. Un jour, la tentation l'a emportée. D'autre part, il faut noter que Rosemary était malheureuse, déprimée, fatiguée par sa grippe, et qu'il était, dans ces conditions, très probable que l'enquête conclurait au suicide. « Tout cela est exact, » dit Anthony. « Mais alors, cette petite est un monstre ? Non, car il y a une autre raison qui me porte à la considérer comme coupable. Une raison dont vous penserez sans doute que j'ai été la chercher très loin. Victor Drake. » Victor Drake ? Anthony ne comprenait plus. Autrement dit, hérédité chargée. Ce n'est pas pour rien que j'ai subi les bavardages de la tante Lucia. Maintenant, je connais la famille. Victor n'est pas tellement un faible. C'est un être qui a de mauvais penchants. Sa mère n'a pas de volonté et est incapable de suivre une idée. Hector Marle, un faible comme elle, était un débauché et un ivrogne. Rosemary, une instable. Les traits caractéristiques de la famille sont nets. Et je crois aux prédispositions héréditaires. Anthony alluma une cigarette. Sa main tremblait. « Et vous n'admettez pas, dans une telle famille, la possibilité d'un rejeton sain ? » ?»« Si, mais ce rejeton sain, ce n'est pas Iris Marle. Je ne crois pas. Et mon témoignage serait sans valeur, du fait même que je l'aime. » Après un court silence, il ajouta. « Quant au second crime, c'est tout simple. Georges lui a montré les lettres. Elle a eu peur et elle l'a tué. C'est bien ça ? Oui, avec son tempérament, elle devait nécessairement prendre peur. Et comment a-t-elle mis le poison dans le verre de Georges ? Ça, j'avoue que je n'en sais rien. Je suis heureux qu'il y ait tout de même quelque chose que vous ne sachiez pas. Anthony essayait de plaisanter, mais ses yeux disaient son angoisse. En tout cas, ajouta-t-il, lançant à Race un regard où il y avait tout autre chose que la sympathie, vous avez un certain cran de me raconter ça, à moi. Je sais, dit Race de son ton calme, mais il fallait le faire. Kemp, qui avait suivi le dialogue avec un vif intérêt, se taisait, remuant son thé d'une main distraite. Anthony s'était complètement ressaisi. Très bien, dit-il. Maintenant, les choses se présentent sous un aspect nouveau. Il n'est plus question de s'asseoir en rond autour d'une table chargée de breuvages plus ou moins savoureux et de faire prendre l'air à des théories académiques. Il s'agit d'en finir une bonne fois avec cette affaire. Il faut que nous trouvions la vérité. Au besoin, je la trouverai tout seul, et par n'importe quel moyen. Je me colletterai si énergiquement avec les difficultés qui nous arrêtent que je finirai bien par en venir à bout. Et j'ai idée que, les points de détail éclaircis, le reste ira tout seul. Je reprends le problème. Qui savait que Rosemary a été assassinée ? Qui a écrit à Georges pour l'avertir ? Et pourquoi ? Pour le moment, passons, et laissons de côté le premier crime. Les faits sont trop anciens. Nous ne savons pas exactement comment ils se sont déroulés. Mais le second a eu lieu sous mes yeux. J'ai tout vu. Je devrais donc savoir ce qu'il s'est passé. Le moment idéal pour jeter le poison dans le verre de Georges, c'est celui où la salle était plongée dans le noir, pendant les attractions. Mais ce moment n'est pas celui qu'a choisi l'assassin, puisque Georges a bu dans son verre dès que la lumière a été rendue. Je l'ai vu boire. Par la suite, personne n'a rien mis dans son verre, personne n'a touché à son verre et, pourtant, quand il l'a repris pour boire, il était plein d'acide cyanhydrique. Georges ne devait pas s'empoisonner en buvant et il est tombé raide mort. Dans ce verre, que personne n'avait touché, il y avait du poison. Progressons-nous ? Non, dit Kemp. Si, répliqua Anthony. Nous sommes maintenant dans le domaine de la prestidigitation, ou, dans celui, des manifestations spirites. J'avancerai donc une théorie psychique. Pendant que nous dansions,
L'esprit de Rosemary s'est penché sur le verre de George et a laissé délicatement tomber dedans le poison nécessaire. Le premier esprit venu peut fabriquer de l'acide cyanhydrique avec un peu d'ectoplasme. George revient, porte un toast et... Mon Dieu ! Les deux autres le regardaient avec étonnement. Il se tenait le front à deux mains et balançait la tête de droite et de gauche en articulant des mots sans suite. « Mais c'est ça ! C'est ça ! Le sac ! Le garçon !»« Le garçon ?» dit Kemp. « Non, non, ce n'est pas ce que vous pensez. » Moi aussi, j'ai cru un moment que, pour tout expliquer, nous n'avions besoin que d'un garçon, qui n'aurait pas été un vrai garçon, mais un illusionniste, un garçon de hasard engagé la veille. Mais ça ne collait pas, puisque nous avions affaire à un vieux professionnel parfaitement authentique et à un gosse qui appartient à l'aristocratie de l'office et qui se trouvait être, comme son aîné, au-dessus de tout soupçon. Il est toujours innocent, le gosse, mais il a joué un rôle dans la pièce. Et un rôle de premier plan encore. Il les dévisageait, comme surpris qu'ils n'eussent pas encore compris. « Vous ne voyez pas, reprit-il. Le garçon n'a pas drogué le champagne, mais un garçon a pu le faire. Personne n'a touché au verre de George, mais George a été empoisonné. Un, adjectif indéfini. Le, article défini. Et le verre de George et George lui-même, ça fait deux. De l'argent, en masse, sûr. Et peut-être l'amour avec. Ne me regardez pas comme si j'étais devenu fou. Venez, je vais vous montrer. » Il les força à se lever et prit Kemp par le bras. « Venez avec moi. » Kemp coulait un regard de regret vers sa tasse, encore à moitié pleine. « Il faudrait payer, » murmura-t-il. « Inutile, nous revenons tout de suite. Nous en avons pour 1 minute. Vous venez, Race ?» Il repoussa la table et les conduisit dans le hall d'entrée. « Vous voyez cette cabine téléphonique ?»« Oui, et après ?» Il fouillait dans ses poches. « Zut, je n'ai pas de monnaie. Ça ne fait rien. Réflexion faite, je peux m'arranger autrement. Rentrons !» Ils revinrent dans la salle de café, Kemp en tête, Race derrière lui, avec Anthony. Kemp s'assit, prit sa pipe sur la table, souffla dans le tuyau et, constatant qu'il était toujours bouché, glissa la main dans la poche de son gilet pour y prendre l'épingle à cheveux dont il se prémunissait régulièrement pour parer à cette éventualité. Race, très intrigué, regardait Anthony. Il prit sa tasse et but. « Sacré Dieu !» s'écria-t-il, la première gorgée avalée. « Ce thé est plein de sucre !» Il vit, de l'autre côté de la table, Anthony qui souriait. Kemp buvait à son tour. « Bigre !» fit-il, dès qu'il eut trempé ses lèvres dans le breuvage. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» « Ils prétendent que c'est du café, » répondit Anthony. « Mais ça ne m'étonne pas que vous ne l'aimiez pas. Il ne m'a pas plu non plus. » Chapitre 13. Anthony eut le plaisir de constater, par un simple coup d'œil échangé avec chacun de ses deux compagnons, qu'ils avaient compris. Mais sa satisfaction dura peu. Il venait de songer à quelque chose à quoi il n'avait pas pensé jusqu'alors, et c'est d'une voix angoissée qu'il s'écria « Mon Dieu, la voiture !» Il s'était levé d'un bond. « Quel imbécile je fais ! Elle m'a dit qu'une automobile avait failli lui passer dessus, et je l'ai à peine écoutée. Filons !» En quittant Scotland Yard, elle a déclaré qu'elle rentrait directement, fit Kemp. « Oui, pourquoi diable ne l'ai-je pas accompagnée ? Qu'y a-t-il, là-bas ? » Quand je suis parti, Ruth Lessing attendait le retour de Mrs. Drake. Il est possible qu'elles soient encore toutes les deux en train de discuter des obsèques. « Ou de toute autre chose, » ajouta Race, « à moins que Mrs. Drake n'ait beaucoup changé. » Immédiatement, il redevint grave pour demander si Iris avait d'autres parents. « Pas que je sache, » répondit Anthony. « Je crois que je vois ce à quoi vous songez, » reprit Race. « Mais est-ce physiquement possible ? Pourquoi pas ? Réfléchissez à tout ce que nous avons tenu pour vrai sur le témoignage d'une seule personne. » Kemp paya et les 3 hommes sortirent. « Vous croyez, demanda l'inspecteur, que Miss Iris Marle est en danger ? Je le crains. » Dans le taxi qui les emportait vers Elvaston Square, Kemp dit
Je ne vois encore que les grandes lignes de l'affaire. Mais les Faraday me paraissent hors de cause. Aucun doute. Tant mieux. Mais croyez-vous à une nouvelle tentative d'assassinat, si peu de temps après le dernier crime? Pourquoi non? Fit Race. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux finir le travail avant que nous ayons mis le nez sur la bonne piste? Il ne parlait que par intervalles, le chauffeur suivant à la lettre les instructions qu'il avait reçues, battant des records de vitesse et se souciant comme d'une guigne des règlements de police sur la circulation. Un dernier coup de frein, un peu brutal, arrêta la voiture devant la maison d'Elvaston Square. Tout paraissait tranquille. Anthony, qui devait lutter pour conserver son calme, dit en mettant le pied sur le trottoir. « Je commence à avoir peur de vous avoir dérangé pour rien. » Ce qui ne l'empêcha pas d'escalader 4 à 4 les marches du perron, tandis que Race payait la voiture. La femme de chambre vint ouvrir. « Miss Iris est rentrée ?»« Oui, monsieur, répondit la fille, un peu surprise. Il y a une demi-heure environ. » Anthony se sentit un peu soulagé. Tout paraissait si calme dans la maison qu'il avait un peu honte, maintenant, de ses récentes angoisses. Où est-elle? Je crois qu'elle est avec Mrs. Drake, dans la petite chambre du premier. Montrant le chemin, Anthony grimpa l'escalier. Kemp et Race venaient sur ses talons. Assise devant un petit bureau qu'éclairait une lampe à la lumière voilée, Mrs. Drake fouillait dans ses tiroirs. Elle était toute seule, mais elle parlait tout haut. « Voyons, où ai-je pu fourrer la lettre de Mrs. Marsham? Elle me semblait pourtant bien... » Anthony, qui n'avait eu qu'à pousser la porte pour entrer dans la pièce, interrompit brusquement son monologue. « Où est Iris ?» Lucilia se retourna, surprise, et répondit. « Iris est... Mais pardon, puis-je savoir qui vous êtes ?» Elle s'était levée. Race passa devant Anthony, et le visage de la vieille dame s'éclaira. Elle n'avait pas encore aperçu l'inspecteur qui entra le dernier. « Mon cher colonel Race !» s'écriait Lucilia. « Quel plaisir de vous voir! Mais pourquoi n'êtes-vous pas venu un peu plus tôt? J'aurais tant aimé vous consulter au sujet des arrangements à prendre pour les obsèques. Il est toujours bon d'avoir l'avis d'un homme. Et puis, comme je le disais à Miss Lessing, la mort de George m'a tellement bouleversée que c'est comme si j'avais le cerveau vide. Je dois dire que, pour une fois, Miss Lessing a été très gentille. Elle s'est mise à mon entière disposition et elle se chargera de tout. Je n'aurai à m'occuper que de choisir les hymnes qu'on chantera à l'église, parce que je suis censée connaître celles que George préférait. En réalité, je n'en sais rien, car il n'allait pas souvent à l'église. Mais, naturellement, en ma qualité de femme d'un clergyman, je veux dire de veuve, je sais mieux que n'importe qui ce qu'il convient de chanter. » Race, qui guettait l'occasion, réussit, sur cette fin de phrase, à demander où était Iris. « Iris? Elle est rentrée il y a un moment. Elle a dit qu'elle avait la migraine et qu'elle montait directement à sa chambre. Les jeunes filles d'aujourd'hui, voyez-vous, manquent de globules rouges. Elles ne mangent pas assez d'épinards. La vérité, c'est qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec les obsèques. Pourtant, il faut bien que quelqu'un s'en occupe si l'on veut que les choses soient faites comme elles doivent l'être et que les morts soient traités avec le respect auquel ils ont droit. Cette question du corbillard automobile, par exemple, personnellement, je trouve ça un peu trop moderne, pas assez solennel, et je préfère les chevaux avec leur panache. Mais j'ai été tout de suite d'accord, et je dois dire que, dans l'ensemble, Ruth et moi, oui, je l'ai appelée Ruth tout le temps, et non pas Miss Lessing, nous nous sommes parfaitement entendus, et que par conséquent, Iris pouvait bien nous laisser nous débrouiller toute seule. « Miss Lessing est partie ?» demanda Kemp. « Oui, il y a 10 minutes à peu près. Tout était réglé. Elle a même emporté l'avis de décès pour les journaux. Pas de fleurs, en raison des circonstances, le service à 11 heures. » Tandis qu'elle poursuivait, Anthony s'éclipsait sans se faire remarquer, et c'est seulement un peu après sa sortie qu'elle se souvint de lui. « Au fait, demanda-t-elle, qui était ce jeune homme qui vous accompagnait? Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que c'était vous qui me l'ameniez, et je l'avais pris pour un de ces reporters qui nous ont tellement ennuyés depuis 48 heures. » Anthony, cependant, avançant sur la pointe des pieds, montait au second étage. Entendant du bruit, il se retourna. Kemp le suivait. « Tiens, fit-il, vous avez déserté aussi? Pauvre vieux colonel. » Il écoute si gentiment. Moi,
Je ne suis pas bien vu. » Arrivé au second étage, il se préparait à se mettre en route pour le troisième, quand Anthony entendit un pas léger qui descendait. Il se réfugia avec Kemp dans une salle de bain dont la porte était entr'ouverte. Le pas s'étant éloigné vers le bas de l'escalier, Anthony grimpa rapidement à l'étage supérieur. Il savait que la chambre de la jeune fille était au bout du couloir. Frappant doucement à la porte, il appela à mi-voix. « Iris !» Pas de réponse. Il frappa plus fort. Rien ne bougeait à l'intérieur. Il tâta le bouton. La porte était fermée à clé. Après avoir donné dans le panneau supérieur une volée de coups de poing demeurés sans résultat, il renonça. Il était debout sur un tapis de haute laine, assez épais, évidemment placé là pour parer au courant d'air. Il l'écarta du pied, bien que l'espace qui séparait le bas de la porte du sol fût d'une largeur inusitée, ce qui expliquait le tapis de haute laine. Aucune lumière ne passait sous la porte. La chambre n'était pas éclairée. Anthony se baissa pour regarder si la clé était restée dans la serrure. Il ne vit rien. Mais, comme il se redressait, une odeur étrange surprit ses narines. Vivement, il s'agenouilla sur le sol, le nez contre le bas de la porte. 2 secondes plus tard, il se relevait et appelait Kemp à pleine voix. Ce fut le colonel Race qui, tout courant, déboucha sur le palier. Anthony ne lui laissa pas le temps de placer un mot. « Le gaz, Race! Il faut enfoncer la porte !» Race était un solide gaillard, et la porte ne résista pas longtemps à leurs efforts conjugués. Ils reculèrent, fouillant des yeux la pièce, d'où s'échappait une forte odeur de gaz. « Je la vois, fit Race. Là, près du radiateur. Je vais foncer sur la fenêtre et casser les vitres. Vous vous chargerez d'elle. » Iris était allongée, près du radiateur à gaz éteint. Le robinet était grand ouvert, et le visage de la jeune fille se trouvait à quelques centimètres de la grille. 2 minutes plus tard, à demi asphyxiés eux-mêmes, toussant et crachant, Race et Anthony allongeaient Iris sur le sol, à l'autre bout du couloir, non loin d'une fenêtre grande ouverte. « Je m'occupe d'elle, » dit Race. « Appelez un médecin. » Déjà, Anthony se jetait dans l'escalier. Comme il arrivait dans le hall, il entendit la voix de Race. « Rassurez-vous, Brown, tout ira bien. Nous sommes arrivés à temps. » Il se précipita sur le téléphone et parla dans l'appareil, cependant que dans son dos, Lucilia Drake réclamait des explications. Ayant remis le récepteur en place, il se retourna, soupira et dit « Je l'ai eu. Il habite de l'autre côté du square et sera ici dans 2 minutes. » « Mais enfin, s'écria Mrs. Drake, que se passe-t-il ? Est-ce que Iris est malade ? Iris était dans sa chambre, répondit-il, la tête sur le radiateur à gaz et le robinet ouvert en grand. Lucilia poussa un cri perçant. Iris se serait suicidée. Je ne peux pas croire ça. Et je ne le crois pas. Vous n'avez pas besoin de le croire, car il n'est pas question de suicide. Chapitre 14. Maintenant, Tony, vous allez être gentil et vous allez tout me raconter. Iris était allongée sur un divan et un courageux soleil de novembre faisait de son mieux pour mettre de la gaieté dans le salon du petit prieuré. Anthony consulta du regard le colonel Race, assis dans l'embrasure de la fenêtre, et, sur un signe d'encouragement, commença. « Je ne vous cacherai pas, Iris, qu'il y a longtemps que j'attends ce moment. Si je ne dis pas bientôt à quelqu'un combien j'ai été épatant dans toute cette affaire, c'est bien simple, j'éclaterai. Je ne ferai pas le modeste au cours de mon récit. J'emboucherai en mon propre honneur les trompettes de la renommée, et je prendrai le temps convenable au moment opportun pour que vous puissiez dire « Anthony, c'était rudement fort de votre part » ou bien « Tony, c'est tout simplement un trait de génie » ou quelque autre phrase non moins bien sentie. Ceci posé, nous partons. L'affaire, dans son ensemble, paraissait assez simple. Je veux dire par là que les relations de cause à effet semblaient assez faciles à établir. Rosemary, contrairement à ce qu'on avait cru à l'époque, ne s'était pas suicidée. George avait commencé à s'en douter et fait des recherches. Il approchait vraisemblablement de la vérité et on le tua avant qu'il n'eût eu le temps de démasquer l'assassin. Tout s'enchaînait logiquement, tout était parfaitement clair. Mais, presque dès le départ, on se heurtait à des contradictions évidentes. Exemple,
A. Georges n'a pas pu être empoisonné. B. Georges a été empoisonné. Ou bien A. Personne n'a touché au verre de Georges. B. Il est impossible qu'on n'ait pas touché au verre de Georges. En fait, ces contradictions n'existaient que parce qu'on avait le tort de ne pas faire suffisamment attention aux différents emplois du génitif. L'oreille de Georges, c'est son oreille à lui, indiscutablement, parce qu'elle est attachée à sa tête, et qu'on ne peut pas l'enlever sans une opération chirurgicale. Mais quand je dis la montre de Georges, je veux dire la montre qu'il porte, que ce soit la sienne propre ou une montre qu'on lui a prêtée. Et quand j'en arrive à dire le verre de Georges ou la tasse de Georges, je ne veux plus guère dire que le verre ou la tasse dans lequel ou laquelle Georges vient de boire. Un verre ou une tasse que rien ne distingue des autres verres ou des autres tasses du même service. Pour illustrer cette remarque, j'ai fait une expérience. Race buvait du thé sans sucre, Kemp du thé très sucré, et moi du café. Le thé était très fort, le café plutôt léger, et nos breuvages se trouvaient être sensiblement de la même couleur. Nous étions assis autour d'une petite table ronde. Prétendant qu'une idée formidable venait de me traverser la cervelle, j'ai demandé à Race et à Kemp de m'accompagner dans le hall du café où nous nous trouvions. Ils se sont levés et nous sommes sortis un instant. Mais je m'étais arrangé, d'abord, pour éloigner les chaises de la table, et ensuite pour placer près de ma propre tasse la pipe de Kemp, qu'il avait posée auprès de la sienne. Ni l'un ni l'autre ne virent rien, cela va de soi. Une fois dans le hall, j'ai raconté une blague quelconque, et nous sommes rentrés. Kemp, qui marchait le premier, a empoigné une chaise, et s'est assis devant la tasse marquée par sa pipe. Race s'est placé à sa droite, comme précédemment, et moi à sa gauche. Conclusion, nous nous trouvions, à partir de ce moment-là, devant une de ces contradictions dont je vous parlais tout à l'heure. A. Il y a du thé sucré dans la tasse de Kemp. B. Il y a du café dans la tasse de Kemp. Deux propositions contradictoires, qui ne peuvent pas être vraies toutes les deux, et qui pourtant sont vraies toutes les deux. Ce qui provoque l'erreur, c'est le génitif. La tasse de Kemp. Parce que la tasse de Kemp, quand il s'est levé, et la tasse de Kemp, quand il est revenu, ne sont pas une seule et même tasse. Et cela, Iris, c'est exactement ce qui s'est passé au Luxembourg, le soir de la mort de Georges. Quand nous sommes tous allés danser, après les attractions, vous avez fait tomber votre sac. Un garçon l'a ramassé. Je dis un garçon. Ce n'était pas le garçon, le nôtre, qui savait parfaitement quelle était votre place, mais un garçon, un malheureux petit bonhomme, bousculé de tous côtés, qui courait porter une sauce à l'autre bout du restaurant. Il s'est baissé vivement, il a ramassé le sac, et il l'a posé sur la table près d'un couvert, exactement près du couvert qui se trouvait à gauche de la place où vous-même vous vous étiez assise. Georges et vous revenez à la table les premiers et vous allez directement, vous asseoir à la place marquée par votre sac, exactement comme Kemp, dans mon expérience, va s'asseoir à la place marquée par sa pipe. Georges s'assied à la place qu'il croit être la sienne, à votre droite. Et quand il proposera de boire au souvenir de Rosemary, il prendra en main un verre qu'il croit être le sien et qui est en réalité le vôtre. Un verre dans lequel on a pu jeter du poison sans recourir à des pratiques magiques, puisque la seule personne qui n'a pas bu immédiatement après les attractions, c'est nécessairement la personne à qui le toast était porté. Maintenant, reprenez toute l'affaire. Les choses se présentent autrement. La personne qu'on veut supprimer, c'est vous, et non pas Georges. Et il semble bien, alors, qu'on s'est servi de Georges. Qu'aurait-on dit si les choses s'étaient passées comme l'assassin l'espérait ? Qu'au cours d'un souper, qui était une réplique de celui au cours duquel Rosemary s'était donné la mort, sa sœur s'était suicidée. On aurait parlé d'une épidémie de suicide dans la famille. On aurait trouvé dans votre sac le morceau de papier ayant contenu le poison, et l'affaire était fort claire. Vous aviez trop songé à la mort de votre sœur, et l'on déclarait « c'est très triste ». Mais, vous savez, ces jeunes filles riches sont très souvent neurasthéniques.
Mais, dit Iris, pourquoi quelqu'un pouvait-il vouloir me tuer? Pourquoi? Pourquoi? Mais simplement parce que vous avez de l'argent, petite fille. L'argent uniquement. Vous avez hérité la fortune de Rosemary. Supposons que vous veniez à mourir, non marié. À qui va votre argent? Réponse: à votre parent le plus proche, autrement dit à Lucilla Drake. D'après ce que nous savons de la brave dame, il est difficile de la supposer capable de commettre un meurtre. Mais n'y a-t-il personne d'autre qui se trouverait bénéficier de votre mort? Mais si, Victor Drake. Que Lucilla ait de l'argent, et c'est exactement comme s'il l'avait dans sa poche. Pour ça, on peut compter sur lui. N'a-t-il pas toujours fait de sa mère ce qu'il a voulu? Lucilla Drake est à écarter, mais Victor est à retenir. C'est un meurtrier très possible. Et, d'ailleurs, depuis le début de l'affaire, nous entendons parler de lui. Il est là, un peu estompé, un peu inconsistant. Il demeure dans l'ombre, mais il est là. Iris n'était pas convaincue. Elle protesta. On parle de lui, c'est vrai, mais il est en Argentine. Il y a plus d'1 an qu'il est en Amérique du Sud. Vraiment, nous en arrivons à ce qui constitue la substance même de toutes les histoires qui ont été écrites. Le vieil axiome. Les garçons sont pour les filles, et inversement. L'histoire qui nous occupe a commencé avec la rencontre de Ruth et de Victor. Tout de suite, il la tient. Eh bien, j'imagine qu'elle est tombée follement amoureuse de lui. Il arrive encore assez souvent qu'une femme à la tête froide, respectueuse des lois et des institutions, s'amourache d'une fripouille bien conditionnée. Réfléchissez un instant, et vous serez obligé d'admettre, Iris, que la seule preuve que nous ayons de la présence de Victor en Amérique du Sud, c'est le témoignage de Ruth. On ne l'a jamais vérifié, ce témoignage, parce qu'on ne pensait pas sérieusement à Victor. Mais réfléchissez. C'est Ruth qui, 6 jours avant la mort de Rosemary, déclare qu'elle a vu Victor s'éloigner des côtes anglaises sur le Cristobal. C'est Ruth qui, le jour de la mort de George, propose de passer un coup de téléphone à Rio. Et c'est elle encore qui, le même jour, un peu plus tard, congédie la téléphoniste qui pourrait, sans y voir malice, révéler que ce prétendu coup de téléphone n'a jamais été donné. Et voici ce que nous avons trouvé. Victor Drake est arrivé à Rio par un paquebot qui avait quitté l'Angleterre le lendemain de la mort de Rosemary. Ogilvy, l'agent de George Barton à Rio, n'a pas eu de conversation téléphonique avec Ruth au sujet de Victor le jour de la mort de George. Enfin, Victor Drake a quitté Rio pour New York il y a quelques semaines. Il lui a été facile, là-bas, de prendre des dispositions pour qu'un câble signé de lui fût envoyé à sa mère à un jour déterminé, un de ces câbles dans lesquels il demandait de l'argent, et qui, celui-là, apporterait en Europe la preuve indiscutable qu'il était, le soir de la mort de George, à des milliers de kilomètres de Londres. Alors qu'en réalité... Anthony arrivait au point culminant de son récit avec un évident plaisir. Il dit lentement. Alors qu'il se trouvait en réalité au Luxembourg, assis à la table voisine de la nôtre, avec une petite blonde qui n'était pas tellement bête. Vous ne voulez pas dire que c'était cet homme si vilain? Il n'était pas tellement vilain, malgré sa peau jaunâtre et ses yeux injectés de sang, particularités physiques qui s'obtiennent l'une et l'autre par le maquillage et qui changent considérablement l'aspect d'un individu. De tous ceux qui étaient assis à notre table, j'étais le seul, Ruth exceptée, à connaître Victor Drake. Et encore ne l'avais-je jamais connu sous ce nom-là. Je lui tournais le dos avec application. En arrivant, tandis que nous prenions des cocktails au bar, j'avais bien pensé reconnaître un certain Gordman, le singe, que j'avais connu en prison. Mais, comme je menais maintenant une vie digne et respectable, je ne tenais pas à ce qu'il me reconnût. Je ne me suis jamais douté que Gordman était pour quelque chose dans le crime, et encore moins qu'il ne faisait qu'un avec Victor Drake. Mais ce crime, comment a-t-il pu le commettre? D'un geste, Anthony passa la parole au colonel Reiss, qui dit « De la façon la plus simple du monde. Pendant les attractions, il est allé au téléphone, passant pour cela devant notre table. Drake avait été acteur et aussi,
ce qui, en l'espèce, lui était plus utile encore, garçon de restaurant. Pour un ancien comédien, se faire une tête et jouer le rôle de Pedro Morales, c'était l'enfance de l'art. Mais se mouvoir aisément autour d'une table, verser le champagne, avoir le geste et le maintien d'un professionnel, voilà qui exigeait quelqu'un qui eût vraiment été un vrai garçon de restaurant. Une maladresse aurait suffi à attirer l'attention sur lui. Mais, tout le monde ayant les meilleures raisons de le prendre pour un garçon authentique, personne ne devait le remarquer. D'ailleurs, vous regardiez le spectacle, et vous ne vous intéressiez pas aux garçons qui, en somme, dans un restaurant, font partie des meubles. « Mais Ruth ?» demanda Iris, après un instant d'hésitation. « C'est Ruth, » répondit Anthony, qui a glissé le morceau de papier dans votre sac, probablement au vestiaire, au commencement de la soirée. Elle ne faisait que répéter là un geste qu'elle avait accompli il y a 1 an, dans les mêmes conditions, pour Rosemary. « Une chose m'étonne, » dit Iris. « Comment se fait-il que Georges, qui consultait Ruth surtout, ne lui ait pas parlé des lettres ?»« Mais c'est la première chose qu'il a faite, » répondit Anthony en riant, « et c'est parce qu'elle savait bien qu'il n'aurait rien de plus pressé que de les lui montrer qu'elle les lui a écrites. Il ne lui restait plus, ensuite, qu'à pousser Georges à adopter ce plan mirifique dont il se croyait l'auteur, alors que c'était elle qui l'avait combiné. Une mise en place parfaite. Tout était prêt pour le suicide numéro 2. Pour la suite, que Georges pense qu'ayant tué Rosemary, vous vous donniez la mort par remords ou par crainte, il pouvait choisir. Pour Ruth, ça ne faisait pas de différence. Et dire que je l'aimais beaucoup même, et que je souhaitais lui voir épouser Georges. Elle eût peut-être été pour lui une excellente femme si elle n'avait pas rencontré Victor, remarqua Anthony. Moralité, il n'y a pas une criminelle qui n'ait été une brave fille à un certain moment. Et tout ça pour de l'argent ? Mais oui, petite innocente. C'est pour de l'argent qu'on fait ces choses-là. Victor, lui, ne songeait qu'à l'argent. Ruth, elle, songeait un peu à l'argent, un peu à Victor, qu'elle aimait, et un peu aussi, je crois, à Rosemary, pour qui elle avait une véritable haine. Un crime ne lui coûtait plus lorsque, après avoir essayé de vous écraser avec une voiture, elle est montée à votre chambre, non sans avoir au préalable été faire claquer la porte d'entrée pour donner le change à Mrs. Drake, qu'elle venait de quitter. Quand elle est arrivée dans votre chambre, était-elle calme ? Iris réfléchit. Mon Dieu, oui. Elle a frappé doucement à la porte, est entrée, elle m'a annoncé que tout était arrangé pour les obsèques et m'a demandé si j'allais mieux. J'ai répondu que je me sentais encore un peu fatiguée. À ce moment-là, elle a pris sur ma table ma grosse lampe électrique et m'a dit qu'elle était vraiment très belle. Après, je ne me souviens plus de rien. « Et ce n'est pas étonnant, chérie, » fit Anthony, « parce qu'avec la belle lampe électrique, elle vous a administré sur la nuque, et au bon endroit, un bon petit coup bien calculé, pas trop violent, mais suffisant pour vous estourbir. Après, elle vous a gentiment allongé près du radiateur, a vérifié la fermeture de la fenêtre et ouvert le gaz en grand. Elle est sortie, a passé la clé sous la porte, a bien appliqué le tapis contre le bas de la porte, et elle est partie. Kemp et moi, quand nous l'avons entendue descendre, nous avons eu tout juste le temps de nous cacher dans la salle de bain. Puis, tandis que je me précipitais en haut, Kemp la prenait en filature et la suivait jusqu'à l'endroit où elle avait garé sa voiture. Je vous dirai, au passage, que j'avais trouvé assez bizarre la façon dont elle essaya de nous convaincre qu'elle avait eu toutes les peines du monde à venir par le métro et l'autobus. Iris poussa un soupir. Toute cette peine qu'elle a pu se donner pour me tuer, c'est vraiment horrible. Mais elle me haïssait donc aussi. Je ne crois pas. Mais Miss Ruth Lessing se flattait de ne pas perdre son temps, que ce fût au bureau ou ailleurs. Complice de 2 assassinats, elle ne pouvait se faire à l'idée qu'elle avait 2 fois risqué sa tête pour rien. Je suis convaincue que Lucia Drake lui aura fait part de votre intention de m'épouser d'un jour à l'autre, et qu'elle en a conclu qu'il ne fallait pas attendre plus longtemps pour en finir avec vous. Car, après notre mariage, votre plus proche parent aux yeux de la loi, ce sera moi, et non plus Lucia. Pauvre tante, je suis bien triste pour elle. Nous le sommes tous, c'est une brave femme, bien gentille et bien inoffensive.
Est-ce que Victor est vraiment arrêté? Du regard, Anthony interrogea Race, qui répondit. On l'a arrêté à New York ce matin, à sa descente de bateau. Est-ce qu'il avait vraiment l'intention d'épouser Ruth plus tard? C'était l'idée de Ruth, et sans doute aurait-il fini par la faire sienne. Elle réfléchit un instant et dit. Anthony, il me semble que je déteste mon argent. Eh bien, ma chérie, nous trouverons moyen de l'employer à des nobles tâches. J'ai de quoi vivre, et de quoi assurer à ma femme un confort raisonnable. Votre argent, à vous, nous le distribuerons. Nous créerons des orphelinats, nous achèterons du tabac pour les vieillards nécessiteux, nous financerons une campagne de presse qui apprendra aux Anglais ce qu'est le véritable café. Nous... C'est ça, fit-elle, souriant. Et j'en garderai un peu pour moi. Comme ça, si un jour j'en ai envie, je pourrai vous tirer ma révérence et aller vivre de mon côté. C'est dans cet esprit-là, Iris, que vous comptez vous marier? Au fait, vous ne m'avez pas interrompu une fois pour me dire « Tony, vous êtes magnifique » ou « Tony, je vous admire ». Que signifie? Le colonel Race jugea le moment venu de se lever. « Je vais prendre le thé chez les Faraday », annonça-t-il. Clignant de l'œil pour le bénéfice de Brown, il ajouta. « Je suppose que vous ne venez pas avec moi ?» Anthony fit non de la tête et Race se dirigea vers la porte. La main sur le bouton, il se retourna à demi et dit, par-dessus son épaule. « Vous avez fait une belle exhibition, Brown. » La porte refermée, Anthony dit. « Il faut croire que c'est là le plus beau compliment qu'un Anglais puisse décerner. » Iris ne sourit pas. « Il pensait que j'étais coupable, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Il ne faut pas lui en vouloir pour ça. Il a rencontré dans sa vie tant d'espions étonnants, qui volaient les formules secrètes et roulaient les états-majors, que ça lui a aigri le caractère et perverti le jugement. Dans toutes les affaires, pour lui, le coupable, c'est la jolie fille. »« Pourquoi, vous, ne m'avez-vous pas cru coupable ?»« Probablement parce que je vous aimais. » Il avait lancé la phrase en plaisantant, avec un léger haussement des épaules. Mais, soudain, son visage changea d'expression. Ses traits devinrent graves. Sur la table placée près du divan, il venait d'apercevoir un petit vase, dans lequel il n'y avait qu'une fleur. Une fleur mauve. Presque à mi-voix, il fit « Le romarin fleurit en cette saison ?»« Quelquefois, » répondit-elle, « quand l'automne a été doux. » Il la prit délicatement et la tint un instant contre sa joue. Il fermait les yeux à demi et revoyait de beaux cheveux acajou, de grands yeux rieurs, une bouche rouge et passionnée. D'un ton qu'il voulait sans émotion, il dit « Elle ne rôde plus autour de vous, n'est-ce pas ?»« Que voulez-vous dire, Tony ?»« Vous savez bien de qui je parle. Rosemary. Il me semble, Iris, qu'elle savait que vous étiez en danger. » Il porta la fleur à ses lèvres. Puis il alla à la fenêtre, qu'il ouvrit, et, d'un geste très doux, il jeta la fleur dans le jardin, disant « Adieu, Rosemary. »« Merci. »« Rosemary, merci, » dit Iris en écho. Merci pour votre écoute jusqu'à la fin de ce roman. N'oubliez pas de liker, mettre un commentaire et partager. Et si vous pouvez, faites un don pour m'encourager. À bientôt.